Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Grand Lac. Bienvenue pour cette dernière livraison, alors pas annuelle, mais saisonnière. C'est la dernière fois que nous nous retrouvons avant le mois de septembre pour clôturer cette séquence d'émissions que j'ai eu le grand plaisir d'animer. Merci infiniment à toutes les équipes de Radio Grand Lac et à tous les invités que j'ai pu recevoir. Et en cette dernière estivale, si j'ose dire, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Florenza, qui est responsable comptable et administrative, et Philippe Palfroy, directeur général de la société Citizen Machinery France. On va vous présenter évidemment dans quelques instants tous les tenants et les aboutissants de cette belle entreprise qui est née en 1970 et qui est un des fleurons, si j'ose dire, de la vallée de l'Arve, le berceau du décolletage, la vallée de l'Arve qui, je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, est l'un des berceaux historiques de la Savoie historique appartenant antérieurement au royaume de Piémont-Sardaigne. Gaëlle et Philippe, bonjour à tous les deux. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, dans des conditions un petit peu compliquées parce que il y avait des activités, des déplacements en début d'après-midi qui vous ont amené à atterrir, entre guillemets, pas en hélicoptère mais en voiture, dans les toutes dernières minutes qui ont précédé le début de l'émission. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver et naturellement de commencer cette émission. Qui est consacré donc à la mise en valeur d'une entreprise qui intervient alors dans le monde industriel de manière générale, mais qui n'est pas une société industrielle, qui est une société de négoce. Et avant de la présenter, avant de, j'allais dire, remonter un petit peu le temps, en 1970, moment de sa naissance à Saint-Mandé, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, mais qui aujourd'hui voit évoluer l'entreprise essentiellement à Aïs, à côté de Bonneville. Et cette société, elle est née, elle a été créée par Gabriel Palfroy, donc le papa de Philippe, en 1970. Philippe, on va faire peut-être un petit rétro-planning, ou si j'ose dire, un revival des quelques années qui t'ont conduit à la direction générale de Citizen Machinery France. Tu es originaire de la région parisienne, donc du Val-de-Marne, où tu continues de résider, même si tu passes la plupart de tes semaines à Bonneville. Et tu as commencé, lorsque nous avons préparé cette émission, par faire le nettoyage, si j'ose dire, dans les ateliers de l'entreprise, dont le siège social était alors situé à Saint-Mandé. Quelques petites anecdotes que tu peux éventuellement nous conter. Eh bien oui, merci Benjamin de cette introduction. J'ai commencé effectivement à aider mon père à 8 ans à nettoyer le carrelage et aspirer la moquette des locaux à Saint-Mandé, qui était le siège social et le siège parisien, même si l'activité parisienne est faible. Mes parents étant originaires de Paris, et mon père a créé le siège en région parisienne et puis a très vite délocaliser son activité en Haute-Savoie vu que l'essor de la région. En titre d'anecdote, j'avais pour mission d'aspirer tous les petits copeaux des Telex que mon père recevait à l'époque. J'ai découvert le Telex, les fax et ensuite le Minitel chez mon père à nettoyer soit les différents écrans d'ordinateur, soit aspirer les petits copeaux. Voilà. Alors en 1970, lors de la création de cette société, il faut d'abord savoir qu'elle ne s'appelait pas Citizen Machinery France. Ça, c'est une dénomination sociale qui est beaucoup plus récente et qui est liée à la filialisation à 100% de cette société auprès d'un groupe japonais qui s'appelle Citizen Machinery, qui est un groupe de fabrication de machines-outils dont nous expliquerons tout à l'heure
les applications qui sont extrêmement nombreuses dans le domaine dentaire, de l'horlogerie, un petit peu de l'automobile. Cette société s'appelait Estika. H-E-S-T-I-K-A. Il faut être un petit peu germanophone même, pour avoir une idée précise de ce que cela signifie. Alors, je vais donner d'abord quelques indications sur l'activité de l'entreprise à l'époque. C'était l'importation de machines-outils en vue de leur négoce. Et pourquoi Estika ? Eh bien parce que cette entreprise est née d'un rapprochement avec une personne qui s'appelait Karl Hess, H-E-S, d'où la dénomination Estika. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Estika, donc S comme Monsieur S et le K de K comme Karl. On suppose que son fils à l'époque s'appelait Timothée et d'où le nom de Estika. Allemagne, et c'était une usine de fabrication de machines-outils allemande que mon père a commencé à importer en France en 1970. D'accord. Quelles étaient plus exactement les applications qui ont dû évoluer évidemment par la suite à l'époque, en 1970 ? C'était d'ores et déjà du tournage à partir de barres, des tournages de pièces mécaniques pour l'industrie française et mon père était tourneur-fraiseur de profession ou de formation. Il a commencé à travailler sur les machines Estika Allemagne. Et en voyant le patron de l'Allemagne venir à ses côtés, il s'est dit je vais essayer de vendre tes machines. Et c'est comme ça que ça a commencé en 1970. D'accord. Quelques années plus tard, on va, dérouler un petit peu, puisque on en vient à l'année 1988. Et la société Estika, qui s'est fait connaître très favorablement, entre en contact avec un groupe japonais, qui est le groupe japonais Citizen, qui aujourd'hui s'appelle Citizen Machinery, pour être tout à fait précis. Et les parties se rapprochent en vue de la vente de la première machine, plus exactement, du groupe Citizen. Alors c'est exactement ça, parce que mon père était donc une société de négoce et d'importation de machines, toutes marques. Donc il importait des machines allemandes, bien sûr, mais aussi des machines taïwanaises. Et il s'est mis à vouloir vendre des machines japonaises. Et ce fut le premier à vendre la machine Citizen en France, lors d'un salon. Et de ce fait, Citizen a dit, on va faire confiance à Monsieur Palfroy pour représenter notre marque dans l'Hexagone. Et quelques années plus tard, ça se traduit par une nouvelle marque de confiance en 1996, pour être tout à fait précis. L'entreprise a un petit peu plus de 25 ans d'existence. Elle exerce principalement son activité dans la vallée de l'Arve, même si son siège est peut-être encore à l'époque situé à Saint-Mandé, et elle devient de fait le distributeur exclusif de Citizen en France pour les machines-outils de tournage de précision. Je te laisserai nous indiquer tout à l'heure en quelques mots, parce que on est dans l'usinage, le tournage, alors il s'agit d'un petit peu de technique. On parlera des applications, mais il faudra quand même expliquer en 2 mots aux profanes que nous sommes ce qu'est notamment une tour à commande numérique, puisque ce sont les machines-outils effectivement dont nous parlons. Donc 1996, distributeur exclusif de la marque, et puis en 2009, une petite quinzaine d'années plus tard, l'entreprise rejoint officiellement le groupe Citizen, ce qui marque un tournant majeur évidemment dans l'histoire de l'entreprise. 10 ans plus tard, en 2019, on va un petit peu vite, mais il faut, réserver une partie de l'émission à des explications techniques et commerciales qui intéresseront beaucoup nos auditeurs et nos auditrices. En 2019, donc, Estika devient une filiale à 100%. Et la mention Citizen Group est ajoutée au nom de l'entreprise. Et puis, la dernière évolution notable, c'est lorsque le 12 octobre 2023, Estika France devient officiellement Citizen Machinery France. Et là, si j'ose dire, arrive dans un environnement qui est un environnement à la fois d'excellence, bien sûr, en termes de négoce, et puis vous inaugurez des locaux flambant neufs à Aïs, donc à quelques encablures de Bonneville, des locaux qui sont particulièrement vastes, puisque je crois que c'est 2200 mètres carrés de superficie,
le tout pour accueillir les fournisseurs, les partenaires, les clients. C'est un espace de démonstration également, et cela, j'allais dire, vient couronner une transformation, une réflexion stratégique qui est mûrement réfléchie et qui a été initiée au fil du temps. Le fait d'être en relation et même d'être aujourd'hui une filiale à 100% du groupe Estica, ça implique de répondre à de nombreux critères sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, Philippe, qui est né, si j'ose dire, au sein de cette entreprise fondée par ton papa, la particularité, c'est que tu n'y es finalement venu pour y assumer des fonctions de direction, d'abord de co-direction et ensuite de direction générale, qu'il y a un petit peu moins de 10 ans ou un petit peu plus de 10 ans. Et ton parcours, entre-temps, dans l'intervalle, a été assez particulier, puisque tu as officié dans le domaine de la santé, alors dans des grands groupes. Ça a été d'abord le groupe Johnson & Johnson médical. Est-ce que tu peux nous indiquer ce que tu as... en quoi tu as œuvré au service de ce groupe américain mondialement connu ? À la sortie du bac et surtout à la sortie de l'armée, j'avais refusé toute proposition de mon père de travailler avec lui parce que je voulais me faire par moi-même et ne pas être le fils à papa. Donc j'ai dit je vais apprendre d'autres métiers, et à l'issue d'une scolarité axée sur le commerce, j'ai postulé pour être représentant chez Johnson & Johnson, donc la division hygiène féminine, et j'avais pour mission de distribuer dans les supermarchés et hypermarchés de la région parisienne la marque donc de serviettes périodiques Vania, de tampons hygiéniques Net et de coton à démaquiller des make-up. Donc j'étais très orienté femme à l'époque. Donc pas grand chose à voir avec les tours à commande numériques, pour être tout à fait clair. Très peu. Très peu. Une quinzaine d'années donc dans l'exercice de ces fonctions, et puis tu rejoins ensuite un groupe qui s'appelle BWT pour le lancement d'une gamme de produits de filtration d'eau. Donc là on est encore dans un autre domaine d'activité, pour finalement, en tout cas avant bien évidemment de rejoindre Estica puis CMF, de prendre la responsabilité des comptes France puis Europe d'une entreprise qu'on connaît bien parce que c'est une entreprise historique du nord de la France, et puis parce que c'est une entreprise qui avait été rachetée à l'époque par Bernard Tapie. C'était Rayon, donc l'épaisse personne. C'était exact. Donc après une dimension grande distribution, j'allais dire alimentaire, droguerie, j'ai orienté ma carrière sur le petit électroménager. Je suis rentré chez Terraillon pour m'occuper des comptes français puis européens. Terraillon, c'est une marque de pèse-personne et de balance de cuisine, rachetée par Bernard Tapie, effectivement, mais surtout qui avait aussi son usine à Annemasse. Exact. Et qui fabriquait localement, j'allais dire, les produits que j'avais à distribuer dans la grande distribution non alimentaire, à savoir Darty, But, Boulanger. Et j'avais pour mission d'avoir la meilleure implantation et les meilleures ventes possibles. Il y a environ 10 ans, en 2015, peut-être 2014, tu acceptes de prendre, plus exactement de devenir membre de la direction et co-gestionnaire d'Estica France avec ton frère Gilles. Quel est l'argument qui te convainc de revenir dans le giron familial qui a beaucoup évolué, certes? Alors, l'argument principal, c'est que à force de négocier avec la grande distribution, on s'aperçoit que il y a toujours un vainqueur et un co-vainqueur, mais surtout un co-vaincu. Donc, et en fait, j'avais envie de reparler de produits et non pas que de finances avec mes partenaires. Et reparler produits, ça veut dire aussi reparler technique. Et mon père m'a laissé cette porte à demi ouverte en me disant, si tu veux, il y a une opportunité pour toi, reviens travailler avec ton frère Gilles. On a besoin de plus de reporting, de plus
d'expérience dans une grande société, parce que Citizen a pour ambition de nous racheter à 100%, et il y aura besoin de faire du reporting, il y aura besoin d'avoir une dimension un peu plus marketing de la société et de marketer davantage nos produits, et c'est dans ce sens que j'ai dit oui à ce partenariat familial. Donc il va durer quelques années, jusqu'en 2019, date à laquelle tu prends la direction générale de l'entreprise. Alors, pour, j'allais dire, vulgariser un petit peu cette expression de direction générale, on va dire que c'est un mandat social. C'est un mandat social qui fait de toi le représentant légal de l'entreprise en France, même si l'actionnaire est japonais, et que tu as donc évidemment la confiance, jusqu'à ce jour je crois qu'elle ne s'est pas démentie, de la direction et de l'actionnariat plus exactement japonais. Et les défis qui te sont lancés sont très nombreux. Il consiste évidemment à rationaliser, à réorganiser une entreprise qui a besoin d'être petit peu reprise en main, si j'ose dire, à travers toute une série de considérations administratives en termes de personnel, financières. Et là, je me tourne vers Gaëlle, Gaëlle Forenza. Merci Gaëlle d'être présente aux côtés de Philippe et à nos côtés pour venir compléter la présentation de l'entreprise. Et puis pour dire que toi tu es originaire, là pour le coup, très clairement, de Bonneville, donc tu es la locale de l'étape. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton parcours dans ce berceau du décolletage ? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé en fait par travailler avec mon papa quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 16-17 ans, en fait. Donc, mon père, pour vous dire, il avait une société de rectification, donc dans l'industrie. Sous-traitant de nos décolleteurs, de nos chers décolleteurs. Et donc, voilà, il avait besoin de quelqu'un pour tapisser de vie, pour ranger ses plans, pour faire tout un tas de choses dans l'administratif. Et voilà, j'étais là, pourquoi pas, allez, on y va. Et puis je voulais travailler un petit peu, ça m'attirait. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, moi, à toucher un petit peu au milieu industriel. Et puis après, moi, j'ai fait des études classiques en compta. J'ai fait jusqu'en comptabilité. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et parce que je voulais pas non plus, avoir un profil 100% comptable. Et après cette école de commerce, j'ai un petit peu navigué dans l'ADV, donc j'étais dans l'ADV pour le Merck, le groupe Merck. L'administration des ventes. L'administration des ventes, ouais, c'est ça. Pour le groupe Merck. Pour le groupe Merck qui se trouvait à Dijon à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé de main, mais c'était Merck à l'époque. Et après, je suis revenue donc en Haute-Savoie. J'ai repris la société de mon papa, qui petit à petit a laissé un petit peu sa place pour commencer à préparer sa retraite. Et voilà, au bout de quelques années, vraiment, il a pris sa retraite. Et en fait, j'ai pris les rênes avec une petite équipe de cadres aux techniques, parce que bon, je suis finance à la base, et il me fallait quand même un soutien technique. Et donc avec ces trois, on était un groupe de trois, un mini codir dans cette société, et ça a duré 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai dit à mon père, je pense que voilà, moi j'ai fait un peu le tour, je voudrais faire autre chose, etc. Puis mon père m'a dit bon, ok, banco, on vend. Et donc on a revendu la société à ces cadres avec qui m'avaient aidé à diriger l'entreprise, et qui ils y sont toujours. Aujourd'hui, sont toujours en place. Et qui perdurent donc. Et qui perdurent, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, voilà, j'ai voulu faire autre chose, j'ai fait autre chose, j'ai été à Paris. En tant que savoyarde, je suis allée à Paris. Et sur Paris, je me suis retrouvée à travailler pour l'hôtellerie. Pour une structure qui faisait... donc c'était un groupe, en fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait une partie, on va dire, construction de résidences hôtelières, et une partie mandat, ce qu'on appelle un mandat de gestion, où on prend pour des groupes, pour le compte de groupes, la gestion des hôtels. D'accord. Voilà, donc c'est là à l'époque, on avait la gestion du groupe Baladin,
qui aujourd'hui existe, je crois toujours, mais en franchise. Oui. Et en fait, on avait une partie qui concernait donc voilà plutôt la construction de résidences hôtelières. Et moi, je me suis occupée de la construction d'une résidence qui est sur Port-Marly à l'époque. D'accord. Voilà. Et ça a duré 5 ans. Alors moi, j'ai des cycles de 5 ans a priori. Et au bout de 5 ans, voilà, la vie parisienne. Et c'est bien, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de culture, voilà, on peut tout avoir à tout moment. C'est vrai que ça, mais travailler là-bas, c'est épuisant. C'est épuisant. Ouais, ta Haute-Savoie natale ma Haute-Savoie me manquait. Le vert des montagnes me manquait. Et je suis retournée en Haute-Savoie à partir de ce moment-là. Voilà. Et c'est là que j'ai tenté une aventure entrepreneuriale qui a duré, une dizaine d'années, je pense, une dizaine d'années, où j'ai essayé de monter du mandat de gestion, un peu comme je faisais sur Paris. D'accord. Et avec un associé, bon, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai monté, alors rien à voir, là j'ai monté un coffee shop sur Cluse, qui s'appelait le Popayan Café. Très bien. Cluse qui est là pour le coup vraiment le berceau de l'activité du décolletage. Ouais. J'ai amené c'était un genre de Starbucks que j'avais un peu personnalisé et puis voilà, donc après voilà, ça a périclité et puis il a fallu retrouver du travail. Et puis, me voilà arrivé en 2020 chez Citizen Machinery France. Enfin, chez Estica à l'époque. Pour participer effectivement à cette réorganisation, à cette montée en puissance. J'arrive au moment où Philippe devient directeur général et en fait le siège de Paris est fermé et en fait il faut reprendre tout le service compta et voilà et tout mettre d'aplomb. Très bien, merci Gaëlle pour cette présentation qui permet effectivement de comprendre pour quelles raisons vous êtes présents tous les deux aujourd'hui. Porter le nom de Citizen Machinery, je le disais tout à l'heure, ça implique de répondre à de nombreux critères. Il a fallu, avant de devenir une filiale à 100%, j'allais dire être capable de répondre aux défis qui étaient lancés par ce groupe japonais dont tu peux peut-être, Philippe, nous indiquer quelle est la localisation et puis la sphère économique en termes de volume d'activité, de chiffre d'affaires. Alors, le groupe Citizen, c'est un groupe de montres à la base. Donc absolument. Il fabrique et il fabrique toujours des montres Citizen. On les connaît bien, oui. Et c'est 75% de leur activité. D'accord. 20% de leur activité, ce sont les machines-outils qu'ils ont commencé à créer pour faire des pièces pour l'horlogerie et pour leurs montres. Et ensuite, ils ont créé la distribution des machines-outils. Le groupe Citizen Machinery France, dans le monde, c'est à peu près 6000 machines vendues à l'année. C'est plus de 2000 personnes dans le monde, y compris donc les filiales de distribution dont je fais partie. Et c'est 500 millions de chiffre d'affaires, 600 millions de chiffre d'affaires. Tout dépend de la conversion euro-yen, mais c'est dans ces ordres d'idées-là. Et c'est une holding, Citizen Watch, qui détient plusieurs filiales. D'accord. La filiale montre et la filiale de machines-outils. D'accord. Et aujourd'hui, le CIO, le PDG de Citizen Machinery, c'est, alors pardonne-moi pour la prononciation, Keiichi Nakajima. Non. Il a changé récemment. Au dernier board, c'est Ina-san, monsieur Ina, qui a repris la direction de Citizen Machinery, donc Monde. Autant pour moi, la prochaine fois, j'actualiserai mes données. Voilà. Alors, les exigences sont très nombreuses. On connaît un petit peu effectivement la façon de voir les choses au Japon. Les sites de production sont essentiellement situés au Japon. Je crois qu'il y en a 4 et il doit y en avoir 6 au total dans le monde. Et l'enjeu ensuite, c'est de faire distribuer, de faire vendre ces machines-outils dont on parlera tout à l'heure dans l'ensemble de l'environnement planétaire. Donc l'Europe étant un marché, j'imagine, très important. Il y a plusieurs filiales, il y en a de négoces, il y en a 3 principales.
Citizen UK, donc pour la Grande-Bretagne, qui couvre également tous les pays du nord de l'Europe. Citizen Germany, qui va couvrir l'Europe centrale, l'Europe voisine de l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, et puis Citizen Machinery France, qui couvre la France et le Maghreb. Pour les besoins de cette activité, de cette montée en compétences, il faut d'abord atteindre bien évidemment un niveau d'excellence. Il faut atteindre un niveau d'effectif. Aujourd'hui, c'est 34 personnes, pour être extrêmement précis. 25 techniciens. Des disponibilités en termes de pièces détachées qui permettent de répondre aux besoins et à la demande des clients dans des conditions de rapidité, de célérité qui sont un des objectifs principaux de l'entreprise. Et puis, c'est naturellement des objectifs de vente, de chiffre d'affaires, de machines-outils, et un chiffre d'affaires qui, dans son sa grandeur, si j'ose dire, s'est élevé à 25 millions d'euros il y a quelques années, avec un record absolu qui a consisté à vendre 100 machines-outils. Alors, ces machines-outils, qui sont visibles si on tape sur Internet, elles sont quand même assez étonnantes. Moi, j'ai pu les découvrir au sein du showroom. D'abord, quelques mots d'explication en ce qui concerne le process de fabrication et la valeur ajoutée qui est apportée par le groupe Citizen. Alors, toutes nos machines-outils ont pour destination la mécanique de précision. Donc, on distingue souvent la mécanique générale de la mécanique de précision. Et la mécanique de précision, c'est pour s'adresser à des marchés très spécifiques qui demandent des pièces de précision et pour des utilisations de précision. J'entends l'aviation, un moteur d'Airbus ne peut pas se permettre de s'arrêter en vol. Évidemment. On a des grosses exigences demandées par nos clients parce qu'on se doit de faire de la pièce dans le centième, voire dans les 5 microns. On se doit de faire de la pièce de toute taille et on se doit surtout de plus en plus apporter notre savoir-faire à nos clients, puisqu'on a quand même de nos jours une perte de compétences dans les ateliers. C'est-à-dire que tous ceux qui savaient mieux travailler que nous le métal et tourner les barres partent à la retraite, et les jeunes générations ont pu cette expérience, et malheureusement pour notre industrie française on se doit de leur apporter tout ça, et donc ça veut dire que tous nos techniciens sont formés régulièrement et annuellement pour savoir de mieux en mieux utiliser les machines et de mieux en mieux former nos clients qui nous achètent nos machines. Et ça fait partie des défis qui sont relevés au quotidien par l'entreprise, de former, de donner aux techniciens qui sont chargés d'aller visiter, faire œuvre de maintenance, réparer les machines chez les clients. Et si vous le voulez bien, on en parlera après une petite respiration musicale de quelques minutes. À tout de suite dans le Grand Bain de l'Écho. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le Grand Bain de l'Écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. De retour dans le Grand Bain de l'Écho sur Radio Grand Lac, DAB+, une fréquence qui nous permet d'être entendu par près de 750 000 personnes sur ce qu'on appelle une pomme de terre. C'est l'expression favorite de notre directeur d'antenne Jean-Pierre Germain, grossièrement du Genevois. Ça tombe bien, puisque on parle un petit peu de la vallée de l'Arve quand même. Jusqu'à Grenoble, c'est une grande chance qui nous est donnée, à nos auditrices et à nos auditeurs de nous retrouver indépendamment de la FM et de notre site internet, étant précisé que nous avons également un podcast qui est à la disposition de tous ceux qui ont manqué l'émission. Alors,
Philippe, on a évoqué avant la pause musicale la valeur ajoutée, les techniques de fabrication des machines-outils, dont on va évoquer les applications. Il y a beaucoup de types de machines différentes. On va dire néanmoins que le cœur de métier de Citizen Machinery et le cœur de métier en termes de négoce de Citizen Machinery France, ce sont les tours à commande numérique. Alors, ça parle quand même pas beaucoup aux profanes que nous sommes. Moi, je connais un petit peu parce que je connais le monde du décolletage dans mon exercice professionnel depuis un certain nombre d'années, mais ça mérite quand même quelques explications. Alors en fait, tout part de tournage à barre de barre. Donc, on fait passer une barre dans une machine, dans un volume, et cette barre est usinée par différents outils pour créer la forme nécessaire à une pièce qui peut aller dans un moteur de voiture, dans un moteur d'avion, dans une montre, autour du cou de votre femme, parce que on fait aussi de la joaillerie, ou en tout cas on est sous-traitant de gros joailliers français mondialement connus. Et toutes ces pièces ou petites pièces, donc ça peut être une rondelle, un boulon, une vanne nucléaire, enfin nucléaire pour les usines nucléaires et pas pour le militaire. Bien sûr. Toutes ces pièces sont usinées à partir de plans, donc sont programmées, et donc la barre avance. Les outils travaillent autour de cette barre, que ce soit des forêts, des plaquettes, des outils de coupe. On fait du copeau et la pièce ressort finie en sortie de production, en sortie de machine, pour être ensuite lavée, contrôlée et envoyée chez Peugeot, Renault, Citroën ou Airbus. Le tour à commande numérique, c'est, j'allais dire, un des outils de production historique utilisé dans la vallée de l'Arve. Je dirais même que c'est ce qui a fait l'histoire de la vallée de l'Arve. C'est une machine-outil qui a beaucoup évolué, et puis qui a beaucoup évolué dans ses applications également, avec des applications historiques, mais qui sont devenues peut-être un petit peu moins importantes aujourd'hui, comme l'automobile. Alors, effectivement, dans la vallée de l'Arve, historiquement, ils étaient tous équipés de tours à cam, donc des tours plutôt mécaniques, des tours traditionnels, et au fur et à mesure des années, l'informatique étant arrivée partout dans toutes nos activités, l'informatique a permis d'usiner des pièces plus facilement, et des pièces de plus en plus complexes en fait. Et on s'aperçoit que les pièces qui étaient simples à l'époque pour quasiment le même matériel sont de plus en plus complexes, parce que ça doit répondre à des critères de performance, de fiabilité, des critères de dureté, des critères, et tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont fait que nos machines qui sont numérisées maintenant répondent à la besoin de l'industrie française et l'industrie, j'allais dire, européenne. Donc ça veut dire des contrôles qualité tout au long de la durée de vie de la machine, et j'imagine que les techniciens sont chargés de veiller à ce que la machine perdure pendant toute la durée de vie qui est, entre guillemets, vendue au client. Alors, c'est notre mission première, c'est de vendre des machines, mais notre mission première bis, c'est d'en assurer le service et la maintenance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine à l'arrêt, c'est une machine qui ne rapporte pas d'argent à son propriétaire et qui de ce fait, ne crée pas de valeur et ne crée pas de chiffre d'affaires. Donc, on se doit de répondre rapidement à nos clients dans le SAV via une hotline, donc un dépannage par téléphone, ou alors un service curatif, un service curatif pour répondre à une problématique de broche qui a cassé, de soft, ce qui peut arriver dans toutes nos industries, et justement pour répondre à ce besoin des clients et à répondre aux besoins de cette marque Citizen que le groupe japonais nous a fait le plaisir de nous accorder. Il a fallu qu'on réponde à différents critères, tu l'as souligné, Benjamin, mais c'est vrai que pendant 5 ans, il a fallu qu'on réponde à des différents critères de formation au Japon de nos techniciens, qu'on réponde à des critères de réponse rapide à nos clients, et on avait tous les mois un KPIs, un
un mot barbare qui veut dire en gros, est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu n'as pas réussi? Et si tu as réussi, est-ce que tu arrives à maintenir cette performance-là dans le temps pour qu'on puisse te donner le droit de porter le nom de Citizen Machinery France et non pas Estica France. Et tout ça, c'est dans une démarche qualité pour le but ultime, répondre aux besoins du client, soit en termes d'apport et de formation pour usiner une pièce, mais surtout pour répondre au service et dépanner nos clients dans les 24-48 heures. D'accord. Alors, la vente de ces machines, on imagine, ne ressemble pas à la vente de quelques baguettes de pain ou queue de cerise. Ça a un prix. Ce prix, il est important. On va essayer de l'approcher. Est-ce que tu peux nous indiquer quel est le coût approximatif, on va dire, d'une machine-outil lambda, si j'ose dire? Alors effectivement, on n'achète pas une machine outil sur Amazon, c'est sûr. Son prix de vente moyen pour une marque Syncom Citizen, on est aux alentours de 200 000 euros, et pour un tour un peu plus gros, un tour moyen, c'est dans les 250-300 000 euros. D'accord. Comment on vend une machine outil de ce type? Et après, on parlera des clients qui achètent. La première chose pour vendre ce type de machine-outil, c'est de répondre aux besoins techniques du client. Dans un premier temps, il n'y a pas de prix. On sait qu'on sait faire la pièce, on démontre au client qu'on sait la faire. On peut la démontrer dans notre atelier à Aise en faisant des tests, ce que j'appelle vulgairement des test cuts, donc ça veut dire des tests d'usinage, où on demande un plan au client, on teste la machine, on fait la pièce pour le client, il vient contrôler qu'on est dans les cotes et qu'on respecte bien le plan. Et une fois qu'on a déterminé l'équipement nécessaire à la machine pour réussir sa production, effectivement, on passe une deuxième phase de négociation qui se passe souvent autour d'un café ou d'une bière. Mais en tout cas, parce qu'on est dans la vallée de l'Arve et tout se fait autour d'un bon verre, mais ou en tout cas très souvent. Mais ce qui est sûr, c'est comme on sait qu'on répond techniquement, on peut passer à une phase de prix. Et on ne rentre pas dans la phase de prix sans savoir si on peut délivrer au client une machine qui va le satisfaire. Le client sait de toute façon à quoi s'attendre. Donc, lorsqu'il fait appel à CMF, qui est l'acronyme de Citizen Machinery France, son besoin premier, c'est un besoin technique, c'est un besoin en termes de production. Et j'ai bien compris que la question relative au prix était envisagée dans un second temps, et qu'on était dans des gammes de prix, oui, qui représentent 250 000, 300 000 euros. Ça nécessite une force de vente. Je sais que tu t'occupes, toi, à titre personnel, avec un certain nombre de collaborateurs, de ces opérations de négoce. Quels sont les clients qui achètent une machine de cette valeur? Est-ce qu'il y a des concours financiers, d'établissements de prêt, de leasing? Est-ce qu'on devient propriétaire ou locataire d'ailleurs de sa machine outil? Alors effectivement, sur ces gammes de prix, on va revenir. On achète une machine entre 200, 250, 300 000 euros. C'est une machine qui, en fonction des pièces qu'elle produit, peut être amortie assez rapidement. Donc l'investisseur sait qu'il ne va pas perdre d'argent si toutefois on est capable de répondre à ses besoins techniques. Dans un deuxième temps, le client acquiert cette machine et le finance par le biais de prêts, d'emprunts ou de leasing. Alors à ce moment-là, si c'est un leasing, je vais me tourner vers Gaël pour lui demander si le client est propriétaire ou si c'est le leaser qui est propriétaire. Alors Gaël. Non, le leasing, ça consiste à ce que donc la banque achète la machine. En gros, elle devient propriétaire de cette machine et la banque loue la machine à son client. Voilà. Et donc le client ne deviendra propriétaire définitivement qu'au moment où il aura totalement réglé tous ses loyers. Ce qui ressemble un petit peu à ce qui se produit dans la plupart des entreprises qui ont parfois un parc automobile ou un parc de machines, pas forcément de cette valeur, et qui décident de ne pas en faire l'acquisition. Quels sont les clients, la typologie des clients? On a dit tout à l'heure que la clientèle avait évolué et qu'aujourd'hui, c'est essentiellement dans le domaine du dentaire, du médical, pas exclusivement, qu'on retrouve les principaux clients. Disons que nos machines correspondent à des critères de production. On n'est pas
orienté automobile, parce qu'on n'a pas de grosses machines multiproches capables de sortir des pièces, 10 pièces en 1 minute, c'est pas possible. Et c'est pourtant des cadences qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du client automobile. Donc on sait travailler avec des sous-traitants de l'automobile sur certaines pièces, mais c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est répondre. On est très fort sur le médical, on est leader incontesté avec des machines Citizen sur le médical, donc ça peut être le médical au sens large, ça peut être des implants dentaires, et on travaille avec de très gros faiseurs dans la vallée de l'Arve et en France également. On travaille avec des faiseurs de vis pour le rachis, et donc tout ce qui est chirurgie et implants osseux. Nous travaillons avec toutes ces grandes marques qui travaillent avec les hôpitaux français et les chirurgiens français pour réparer votre colonne vertébrale, votre bras ou votre hanche quand elle est cassée. D'accord. Oui, donc des domaines extrêmement précis. Juste pour préciser, sur d'autres catégories, parce que ça c'est le médical et c'est le gros de notre activité, mais on travaille beaucoup avec aussi la joaillerie. Donc le Doubs, le Jura, il y a énormément de sous-traitants pour la joaillerie suisse ou française, et on sait faire du petit diamètre, de la petite pièce, toujours avec de la grande précision pour pouvoir y mettre les petits diamants de madame, ou intégrer un mouvement dans une montre qui commence par un R, par exemple. D'accord, très bien. Donc on est dans le monde de l'excellence, on va dire, du luxe. C'était tout à fait ça. En quelque sorte. J'imagine que le client final, c'est donc pas le petit cabinet dentaire ou le petit laboratoire médical, ou c'est vraisemblablement des entités qui sont beaucoup plus importantes et qui ont la capacité d'ailleurs, soit d'acheter, soit de souscrire un contrat de crédit bail auprès d'un établissement financier. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que bien que Citizen Machinery France soit une filiale à 100% du groupe Citizen Machinery, lui-même issu du groupe Citizen, dont l'activité principale, rappelons-le, est la production et la vente de montres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Japonais ont été quand même extraordinaires en trouvant qu'il était extrêmement intéressant de fabriquer des machines pour alimenter leurs produits finaux. Citizen n'est pas l'unique pourvoyeur de machines de la société CMF. Il y a également un autre fabricant. Alors, c'est une autre marque. C'est une autre marque, plus exactement. C'est une autre marque fabriquée par le groupe Citizen. D'accord. En fait, le groupe Citizen a 2 marques. La marque Syncom, d'accord, qui sont des tours à poupées mobiles, oui, qui sont capables de faire des pièces en barre de 0 mm, j'allais dire, mais ça n'existe pas une barre de 0 mm, mais de 0 à 38 mm de passage en barre. Et ensuite, on passe sur la gamme Miyano, donc Syncom Miyano. Et là, pour le coup, ce sont des poupées fixes. Et on peut aller de 42 à 80 de passage en barre. Donc, des 80 mm de passage en barre, ça équivaut à un différent type d'industrie. Les gros diamètres sont plutôt pour l'aéro, l'auto, et notamment l'auto électrique. Que maintenant ce sont des moteurs électriques et non plus, il n'y a plus de bielle, il n'y a plus de ce type de pièces là qui sont produites, mais c'est plus des variateurs et donc des grosses pièces, ou alors d'autres pièces pour les turbines, l'aviation, voilà. Est-ce que je me trompe si, en résumant, je dis que les machines Citizen sont les machines en volume les plus répandues parce que elles sont destinées à des applications qui sont aujourd'hui les plus courantes. On l'a vu, le domaine médical, le domaine dentaire, l'horlogerie et l'orfèvrerie. Et Miyano, plutôt destiné à des applications automobiles, aériennes. Voilà, donc des typologies de machines qui sont en réalité complémentaires dans l'offre, dans la gamme de produits du groupe Citizen. C'est tout à fait ça. Il y a deux gammes, 2 marques qui répondent à nos besoins de 0 à 80 de passage en barre. Et c'est tout à fait ça, Benjamin. Très bien. Gaël, pour vendre des machines, Philippe nous a expliqué quelle qualité il fallait développer. Toi, tu as la responsabilité opérationnelle au quotidien de un petit
peu plus de 30 collaborateurs, 34 très exactement, peut-être 35 dans quelques semaines. C'est un effectif qui est significatif, mais qui reste quand même assez concentré et qui permet de nouer des relations qui sont des relations fortes. Je crois que le personnel et les salariés qui sont en poste, pour la plupart, sont des salariés qui ont une ancienneté significative, qui ont donc une expertise et une formation. 25 techniciens sur 35 salariés, on a bien compris quel est le cœur de métier de CMF. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le parcours de vie, de carrière, l'évolution de ces techniciens, comment on les forme en interne, en externe, pour répondre aux besoins et aux exigences de Citizen? Alors, en fait, on a vraiment deux typologies. On a en fait le technicien SAV qui va être sur la route et qui va aller dépanner nos machines. Et on a en fait, et c'est ce qu'on appelle l'après-vente. Et on a l'avant-vente qui sont tout aussi ce qu'on appelle nous les régleurs. Et il y a vraiment différentes typologies. On a quand même des gens qui sont en termes de SAV qui ont vraiment de la bouteille en fait. La moyenne d'âge elle est entre une quarantaine d'années, je pense, sur la partie tech SAV. Ouais. Donc c'est des gens qui ont déjà fait du SAV ailleurs, pas forcément alors en machine sur de la machine outil certes, mais qui sont passés par ailleurs et qu'on a formé aussi de notre côté à nos machines. Et puis donc tous nos régleurs aussi qui eux sont parfois passés par le stade production et qui ont réglé des machines chez nos clients décolteurs. Voilà. Et on les accompagne au fur et à mesure de leur carrière dans la société. Voilà. Bon. On les forme en interne. Voilà, la dernière chose on a acheté une machine 3D là. Oui. D'impression 3D et donc on a maintenant plusieurs techniciens qui sont formés sur ce matériel. Sur cette outil. Voilà, donc c'est un ajout supplémentaire à toute la qui permet de donner encore un petit peu plus de moyens et une valeur ajoutée supplémentaire aux techniciens. Je voudrais dire, parce qu'on en a discuté en préparant l'émission, qu'il s'agit de collaborateurs qui n'ont pas des niveaux de diplôme, j'allais dire, exceptionnels. Plus exactement, ce ne sont pas des polytechniciens, des ingénieurs qui sont sortis des plus grandes écoles d'ingénieurs. En revanche, il est important et indispensable d'avoir une expérience, une expertise et des qualités techniques qui, là, pour le coup, sont très précises. Si j'ai bien compris, il faut avoir en électromécanique des compétences très éprouvées. Alors, c'est effectivement ça. Très souvent, les meilleurs techniciens, que ce soit des régleurs ou des techniciens SAV, donc pour réparer les machines de nos clients, sont des autodidactes. Ce sont des gens qui ont appris sur le terrain, qui se sont donné du mal pour apprendre, pour comprendre, pour lire, pour apprendre à lire des schémas électriques, pour apprendre à programmer, et qui se sont passionnés, parce que quelque part, ce sont des passionnés de mécanique, ce sont des passionnés d'électromécanique ou de réglage de pièces. Et quand on a des passionnés, bien souvent ces passionnés-là ont envie de retransmettre leur savoir à nos clients. Et très souvent, on a des clients qui nous disent moi je préfère celui-là. Est-ce que tu peux me l'envoyer parce que je sais qu'il n'est pas avare dans ses explications. Et c'est aussi l'une des grandes forces de nos équipes, c'est-à-dire qu'on ne garde pas notre savoir-faire. On a dans notre savoir-être la volonté de distiller nos informations, nos formations, nos connaissances pour que le client soit de plus en plus autonome. Aujourd'hui, si le client est autonome et qu'il appelle pas notre technicien en hotline pendant une demi-heure pour X ou Y raison, et quelque part, on a tout gagné. Oui, tout à fait. Même si on peut concevoir qu'il y a un volume d'activité qui est dédié à la réparation, à la maintenance, mais globalement, si le client est satisfait et que la machine tourne, entre guillemets, à bloc, ça sera une manière de dire que
le marché est conclu et que la partie est gagnée. La partie est gagnée, surtout quand le client devient totalement autonome sur sa machine. Certes, il aura toujours besoin de conseils, il aura toujours besoin de quelqu'un pour l'aiguiller. Mais si 80% du travail est fait en amont sur le diagnostic de la panne ou la réflexion par rapport à la panne qui peut être ou la pièce qui peut être endommagée, nous on gagne du temps. Et quand on gagne du temps, ça nous permet de faire autre chose, de continuer du coup davantage à former nos employés, à les envoyer au Japon par exemple. On a des sessions de formation japonaises où on est obligé, on a la volonté en tout cas d'en envoyer 1 ou 2 par an. Et si on acquiert du temps grâce à cette autonomie donnée par les clients, ça nous permet d'envoyer davantage de techniciens au Japon pour être formés meilleurs et du coup d'être, j'allais dire, encore plus efficace dans le diagnostic de la panne, parce qu'il y a des pannes compliquées, des pannes récurrentes ou des fois des pannes aléatoires, et c'est celles-là les plus compliquées. Et pour les déterminer, le composant électronique qui défaille sur une panne aléatoire, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir de la formation, et pour ça, nous aussi, on a besoin de temps. Et c'est peut-être ça qui permet de faire la différence par rapport à la concurrence, parce que j'imagine qu'on est dans un marché concurrentiel. On est dans un marché concurrentiel, et l'une des bonnes choses, c'est que on est tous des bons concurrents les uns des autres. On a certes nos spécificités, et c'est la concurrence qui crée le dynamisme et qui crée un peu la compétition, l'émulation. Et cette compétition nous permet, ou en tout cas nous challenge tous les jours pour être le meilleur. De temps en temps on perd, ça arrive. Hein. Il paraît qu'on apprend de nos erreurs ou de nos défaites. Je préférerais apprendre de mes victoires, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise, ça fait partie de la vie d'un marché important. Le marché de la poupée mobile, c'est 250 machines à l'année, globalement en France. Ouais. Le marché de la poupée fixe en barre, c'est également 250 machines. Ça fait un potentiel de 500 machines. On est une bonne dizaine d'intervenants. Ça fait 50 machines à chacun si je fais une moyenne. Mais je préférerais en vendre 100 et mes confrères un peu moins. Alors 100, c'est quand même le chiffre qui a été atteint, le chiffre maximal qui a été atteint et qui, j'imagine, constitue ou constituera encore un objectif à atteindre. Mais dans un marché qui connaît peut-être, sinon des difficultés, en tout cas un tarissement, est-ce que ce marché évolue? Oui, j'imagine. Est-ce qu'il évolue aussi par rapport à la typologie des clients, par rapport à leurs besoins? Alors, il évolue en fonction de la typologie des clients, en fonction de la mondialisation de nos marchés. Juste après le Covid, où les stocks de toutes pièces étaient à zéro, on a eu une grosse demande de machines-outils, parce qu'il y avait une grosse demande de pièces et de pièces détachées. Et c'est là, ce marché porteur nous a permis d'atteindre ce record pour l'instant historique, et j'espère bien le battre bientôt, de 100 machines. Et effectivement, les marchés évoluent. Quand on a un président américain qui nous dit « je vais mettre des droits de douane à hauteur de 30% sur toutes les pièces venant d'Europe, et je vais dire que la France fait partie de l'Europe », toutes les pièces médicales qui sont vendues aux États-Unis, il y a un moment, elles seront moins vendues parce que beaucoup trop chères. Mais par contre, il y aura de la relocalisation de production, et puis c'est là où il faut qu'on arrive à trouver ces clients qui vont sur certaines niches, mais des niches porteurs ou porteuses en termes de production et de nouvelles pièces. Et on se doit de répondre à toutes ces demandes de tous ces clients, que ce soit en connectique. On a beaucoup de demandes de connectique actuellement. On a moins de demandes pour de la pièce de l'horlogerie. Mais il y a des marchés qui se tiennent, il y a des marchés qui sont un peu à la baisse. Et globalement, actuellement, le marché n'est quand même pas très très favorable, de par un contexte économico-financier, douanier et géopolitique. Et géopolitique, bien sûr, géopolitique. Je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure, mais peut-être peux-tu nous rappeler le nombre de machines vendues par le groupe Citizen Machinery dans le monde? Dans le monde, on vend entre 5800 et 6000 machines à l'année. On a des capacités de production allant jusqu'à 6800 machines à l'année. L'une des spécificités de notre groupe et des groupes japonais en général, c'est on n'a pas le droit de vendre aux militaires. D'accord. Et donc, on se coupe un peu d'une certaine
partie du marché actuellement pour des pièces, parce que tout ce qui est avions militaires, pièces de défense sont interdites d'être produites sur nos machines à nos marques. Très bien. Le marché européen dans sa globalité et sur ces 6000 machines représente quelle proportion ? Avec mes confrères européens, donc on est 5 filiales françaises comme tu l'as dit, on vend entre 1000 et 1200 machines à l'année. Oui, ce qui représente à peu près 1/5 du marché mondial. Je suppose que le reste est partagé entre l'Amérique du Nord, l'Asie, qui doivent être les principaux clients de machines-outils. Oui, il y a l'Asie et l'Amérique. Il y a l'Asie japonaise. Oui. Et l'Asie japonaise, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est à peu près 1000 machines à l'année. C'est le berceau du groupe, hein, on va quand même le rappeler. Hein. Voilà. Ensuite, on a l'Asie, donc tout ce qui est Chine, Taïwan. Et là, c'est entre 1500 et 2000 machines à l'année. Et puis les États-Unis, où c'est 1500 machines à l'année. D'accord. Donc un marché qui est quand même plutôt bien réparti, effectivement, sur la surface de la planète. Quelles sont les perspectives pour CMF ? Alors, en termes de développement, je l'ai dit, CMF a inauguré il y a moins de 2 ans des locaux flambant neufs, plus de 2000 mètres carrés, d'ailleurs à l'entrée de la vallée de l'Arve, parce que Aïs-Bonneville, c'est véritablement au centre de la vallée, entre Chamonix-Mont-Blanc et Genève. C'est aussi une chance d'avoir cette localisation géographique, parce que un aéroport international voisin, on a des voies de communication qui sont extrêmement bien calibrées. Est-ce que un développement de l'entreprise, un accroissement de son personnel est envisagé, ou est-ce que on essaie de rester à périmètre constant et puis de se développer surtout en essayant de gagner plus de marché Alors, qui n'avance pas recule, et je suis plutôt partant pour faire croître les effectifs et surtout pour nous aider à avoir les bons techniciens demain. Donc, je suis dans une phase de recrutement pour du service préventif sur les machines-outils. Donc, c'est un peu un cachet de qualité que nous demandent de plus en plus nos clients, à savoir que, comme un peu une chaudière, tous les ans on doit faire un diagnostic. Et nos clients nous réclament ce diagnostic pour savoir comment envisager les pannes, comment envisager des futures réparations, ou en tout cas de certaines en prévision d'une non-productivité. Donc on se doit de développer ce segment-là, et je recrute des techniciens SAV dans ce sens, et je recrute aussi des techniciens juniors. Donc c'est ce que j'appelle la pépinière. Donc on a un centre chez nous où on prépare les machines pour les clients. Quand on dit préparer une machine pour un client, ça veut dire on ouvre tous les carters, on regarde où sont branchés les fils, on y branche toutes les options. C'est-à-dire qu'on a affaire à la mécanique et à l'électronique de la machine. Et quand ce technicien se débrouille bien à acquérir toutes les trucs et astuces de nos machines, on le forme pour aller être le métier de demain, c'est-à-dire technicien SAV terrain, et aller chez nos clients, déterminer la panne, faire le diagnostic et la réparer. Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir quand même quelques compétences en matière d'électricité et de mécanique pour pouvoir agir utilement sur les machines-outils du groupe. Je crois surtout qu'il faut avoir envie. Et quand on a envie de bien faire et envie de comprendre, même si on est daltonien et qu'on voit pas bien la différence entre un fil rouge et un fil bleu, je peux vous garantir que ça fait beaucoup de choses dans la qualité du technicien. Ce sont en tout cas de beaux défis à relever. On est à la mi-année. Est-ce que les objectifs sont tenus ? Est-ce que les objectifs annuels seront entre guillemets tenus ? Alors, en termes d'objectifs, ils seront presque maintenus. Pour tout vous dire, j'avais pour objectif cette année 80 machines, compte tenu de la situation un peu économique, où c'est vrai que nos clients décolteurs ou nos clients usineurs ont de la demande, mais sont capacitaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'investir davantage pour fabriquer plus. On s'aperçoit que le marché est quand même un peu à la baisse, et dans ce contexte économique-là, mon budget a été revu à 70 machines.
70 machines, ça veut dire qu'on maintient notre position de leader sur la marque Citizen Syncom, c'est-à-dire en poupée mobile, et on restera dans les 5 premiers, donc Challenger sur la marque Miyano en poupée fixe. C'est une ambition raisonnable, raisonnée, mais c'est une ambition qui a vocation, je pense, à perdurer pendant encore plusieurs années. On arrive au terme de cette émission, ça passe très vite, comme est passé très vite la saison que je viens de passer, cette séquence d'une 20aine d'émissions qui s'est écoulée depuis le mois de septembre 2024. Je vais d'abord remercier infiniment Gaël Florenza et Philippe Palfroy d'être venus nous présenter cette belle entreprise que je connais bien, qui peut être découverte à travers son site internet, bien sûr. Je remercie également l'ensemble des invités que j'ai accueillis depuis le mois de septembre et qui m'ont fait le plaisir de venir me conter leurs expériences et leurs aventures professionnelles dans des domaines aussi divers et variés que l'hôtellerie, la restauration, le négoce, l'industrie. Et puis je remercie infiniment nos auditeurs et nos auditrices, sans qui nous ne serions pas grand-chose, puisque c'est grâce à vous que nous pouvons continuer d'intéresser le public sur des thèmes, en ce qui me concerne, l'économie, la mise en valeur des personnalités et des entreprises de notre bassin de population qui est de plus en plus vaste. Et puis, comment ne pas achever cette saison 2024-2025 en remerciant mais sans remercier plus exactement mes 3 compères, Sandra Beau, la présidente de Radio Grand Lac, Laurine Beau à la communication, à tout ce qui concerne les nouvelles technologies, et puis mon directeur d'antenne qui est à côté de moi, Jean-Pierre Germain. Merci infiniment pour la confiance. Merci infiniment également à tous nos partenaires et à la commune d'Aix qui nous accueille. Et puis, je vous donne rendez-vous tout début septembre pour la prochaine livraison du Grand Bain de l'Écho. A priori, on n'a pas prévu de modifier la dénomination de l'émission. Et moi, j'aurai en tout cas un grand plaisir à vous retrouver après avoir pris quelques couleurs estivales. Je vous souhaite un très bel été sur Radio Grand Lac. Restez sur les ondes. En tout cas, on vous attend très nombreux pour la rentrée et à très vite donc.